La police sud-africaine a lancé une enquête sur un cas de haute trahison. Potentiellement, la haute trahison, on ne veut jamais entendre ça, je sais. Vous le savez aussi d'ailleurs. Quand vous parlez d'un traître, ce n'est jamais dans la positivité. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de pitié pour le traître, n'est-ce pas? Quand quelqu'un trahit sa famille, il faut une punition à sa plus grande hauteur. Quand quelqu'un vous trahit à la guerre, généralement, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les fusille, n'est-ce pas? À la guerre, on retient des ennemis comme otages ou comme prisonniers de guerre. Mais on ne retient jamais des traîtres. Les traîtres sont fusillés immédiatement. Et je ne pense même pas qu'il y ait de loi qui protège les traîtres dans la charte des Nations Unies. En Afrique du Sud, les amis, on est en train de faire une investigation contre le groupe de pression de la minorité africanaire, Africom et Solidarité, accusé d'avoir diffusé des fausses informations au gouvernement américain sur une loi sur la propriété foncière récemment adoptée. C'est-à-dire, c'est aussi simple. Certains africanaires sont partis aux États-Unis d'Amérique, accusant le pays de vouloir retirer les terres des Blancs de force. Pas seulement vouloir, mais qu'ils avaient déjà commencé à retirer les terres de force d'entre les mains des Blancs. Et évidemment, ils ont aussi dit qu'ils étaient sujets à un génocide. C'est-à-dire qu'ils étaient systématiquement abattus en Afrique du Sud. Chose qui n'est pas tout à fait correcte. Un groupe de Sud-Africains blancs bien précis est parti aux États-Unis d'Amérique pour accuser le gouvernement sud-africain disant qu'ils étaient sujets à un racialisme inouï et que leurs terres étaient retirées de force, leurs familles étaient persécutées et beaucoup parmi eux étaient tués. C'était une forme de génocide qui se passait à l'abri de la connaissance de tout le monde. Donald Trump, étant chaud comme vous le savez, a directement réagi en mettant des sanctions sur l'Afrique du Sud et en coupant immédiatement l'aide que fournissaient les États-Unis au pays des Sud-Africains. Après cela, très rapidement, le président sud-africain a réagi, démentant cette histoire, disant que ce n'était pas vrai, c'était absolument faux. Le gouvernement n'avait pas pris des terres des Blancs du tout. Et c'était une information totalement fausse. C'est vrai que quelque part, en disant cela, le gouvernement n'a pas pris des terres, ça donne l'impression de vouloir se justifier. Parce que, après tout, c'est votre pays. Qui sont-ils pour vous faire justifier ce qui se passe dans votre pays? Peut-être en parlant de génocide, quelquefois il faut éclaircir, disons, les informations qu'on vous présente sont totalement fausses. Mais en ce qui concerne le terre, qu'on a l'impression qu'on est en train de se justifier pour ses propres terres. Les terres qui ont été prises de force, ok? Ça impose un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine de cette histoire? L'origine est très simple. Le vrai problème a commencé il y a très longtemps. En 1913, il y avait une loi votée, le Native Land Law. La loi interdisait catégoriquement les Noirs sud-africains de posséder des terres ou d'en acheter. Et ceux qui avaient des terres avaient leurs terres retirées de force par les Blancs. C'est-à-dire, toi en tant que Sud-Africain noir, si tu as une terre, on te le retire de force. Si tu veux survivre, supposons que ta terre était l'endroit où tu cultivais pour te faire de l'argent ou te faire à manger, tu seras dans ce cas obligé de travailler pour un Blanc pour avoir ta petite pitance. Si tu refuses, on te tue. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant très longtemps. À partir de 1913, seulement les Blancs avaient le droit d'acheter des terres. Et 72% des terres, jusqu'à aujourd'hui, sont entre les mains des Blancs. Alors, en 1945, ils ont officialisé l'histoire, ils ont créé l'apartheid. L'apartheid était simplement un système obscur qui permettait aux Blancs de dominer sur les Noirs. Les Blancs et les Noirs vivaient dans un même pays, mais dans des mondes complètement parallèles. Les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas partager des restaurants, ils ne pouvaient pas partager des moyens de transport, ils ne pouvaient pas dormir dans les mêmes hôtels, ils ne pouvaient même pas se marier entre eux. C'était un système horrible dont beaucoup de personnes ont souffert. Arrivé en 1994, Nelson Mandela quitte la prison. Il y a les premières élections en Afrique du Sud où l'ANC remporte. L'ANC était le parti politique prédominant noir. Les Noirs majoritaires du pays, évidemment, ont gagné cette élection. Et après cela, il y a eu une certaine forme de liberté. C'est en ce moment-là seulement que les Noirs et les Blancs ont pu aller aux mêmes écoles, ont pu partager des hôpitaux, ont pu partager des restaurants. Mais malgré tout, une chose n'a pas changé. Sur le plan économique, les Blancs sont de loin supérieurs aux Noirs. Ils possèdent la grande majorité de terres. 72% des terres sont entre les mains des Blancs. Les Noirs n'en ont pas. Bon, c'est vrai, ils sont là libres en train de marcher dans des super malls, de s'acheter à manger des KFC et des pizzas, mais les terres, ils n'en ont pas. Mais vous savez, la terre est très importante. C'est dans la terre qu'on trouve les richesses. Celui qui a la terre a la richesse. Alors maintenant, beaucoup de ces terres, beaucoup de grandes terres sont vides. On n'a jamais investi, on n'a rien créé, on n'a rien construit. Le gouvernement dit, depuis 1913 jusqu'à aujourd'hui, il y a des terres dans lesquelles on n'a absolument rien fait. Il y a eu zéro investissement sur le plan financier, zéro investissement sur le plan agriculture. Donc, les terrains sont là et ça appartient à certaines personnes, mais bon, personne ne peut le toucher. Il y a des grandes terres, des grands espaces qui appartiennent aux Blancs. Donc, il n'y a rien, ce sont des montagnes, mais ça appartient à quelqu'un, à une famille. Le gouvernement dit désormais,
S'il y a une terre qu'on trouve et qu'il y a une certaine nécessité de construire quelque chose d'important pour le gouvernement, tel qu'un hôpital ou des écoles, nous prendrons les terres et nous allons les allouer au gouvernement pour ces travaux. Si votre terre est vide, on n'a pas dit on va prendre des terres qui appartiennent à quelqu'un ou les terres où on cultive. On dit s'il y a une terre qui a été prise depuis 1913, une terre dans laquelle on n'a absolument rien fait, le gouvernement pourrait prendre cette terre et s'en servir pour des constructions ou pour ériger quelque chose de profitable à tout le monde. Les Blancs, en tout cas une petite partie d'eux, s'est fâché. Ils ont envoyé un groupe de personnes aller aux États-Unis pour aller accuser. Après ça, le président sud-africain a aussi fait preuve de force en disant que nous ne serons pas intimidés. Il voulait dire, nous ne serons pas intimidés. Personne ne nous empêchera de faire dans notre pays ce qui est important pour la nation. Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous sommes, en tant que Sud-Africains, un peuple résilient et on ne se laissera pas intimider, a déclaré le chef de l'État devant les députés sud-africains réunis au Cap pour ce discours marquant le début de l'année parlementaire. Alors, peu après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a sanctionné l'Afrique du Sud. Il a coupé les aides qui aidaient beaucoup de personnes. Parmi ces aides, il y avait le système de PEPFAR. PEPFAR, c'est ce qui permet à beaucoup de pays pauvres, malheureusement, de recevoir de l'argent ou de recevoir des financements ou de recevoir quelquefois des antirétroviraux qui aident les personnes vivant avec le VIH pour pouvoir gérer, manager leur maladie. Et aussi permettre à ce qu'il n'y ait plus de transmission entre maman et enfant. Et permettre aussi de payer des salaires de toutes les infirmières et tout ce personnel, évidemment, qui travaille dans le système. Ça permet aussi de prendre soin des personnes qui vivent avec la tuberculose. C'est-à-dire, après avoir coupé cette aide, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Et ça se sent directement. Maintenant, l'Afrique du Sud veut réagir. Si vous êtes parti accuser le pays à l'extérieur sur des choses qui sont absolument pas vraies, ne devriez-vous pas être tenu pour haute trahison? Pour l'interrogation. Et une investigation est en train d'être faite actuellement. Le chef de la direction des enquêtes sur les crimes prioritaires, le lieutenant-général Godfrey Lebea, a déclaré aux médias que les autorités examinaient 4 dossiers distincts ciblant des entités spécifiques, mais a refusé de les nommer. Donc il y a 4 dossiers des entités spécifiques. Quels sont les risques d'être condamné pour haute trahison en Afrique du Sud? C'est vrai, bien qu'en Afrique du Sud, la condamnation à mort a été abolie à la sortie de Mandela, chose qui malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'était pas une très bonne idée, parce qu'après avoir aboli la condamnation à mort, l'Afrique du Sud a eu beaucoup de crimes violents. Donc beaucoup de gens faisaient des crimes, ont tiré sur des gens, tout ça, parce que les gens savent qu'en fin de compte, on ne te finira pas. Il y aura pas de condamnation de mort. Mais comme il n'y a pas de condamnation de mort, il y a quand même une condamnation qui revient souvent. C'est une condamnation à vie. Si on est condamné à vie, on peut, après quelques années de prison, faire une demande pour pouvoir sortir. Mais pour une personne accusée de haute trahison, on ne peut malheureusement pas sortir après avoir servi quelques années de prison. Vous restez là pour la vie. Une personne reconnue comme coupable de trahison peut perdre son droit de vote, son droit de se présenter aux élections ou d'occuper une fonction publique. Cela peut conduire à une exclusion politique à long terme. La personne reconnue coupable peut également perdre certains droits civils tels que la possibilité de voyager librement, de détenir un contrat gouvernemental ou de livrer certaines activités commerciales. Alors, en récapitulation, les Blancs ont quitté l'Afrique du Sud pour partir aux États-Unis pour aller accuser le gouvernement, disant que le gouvernement les persécutait. Alors, chose qui n'est pas tout à fait correcte, bien qu'il y ait certaines persécutions dans certains cas, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire le gouvernement n'est pas en train d'aller retirer les terres de force des gens, qui d'ailleurs, normalement, ont pris ces terres de force aussi. Eux veulent être payés pour récupérer les terres. Alors, le gouvernement dit, puisqu'à cause de vous, Donald Trump et le reste ont pu sanctionner le pays, nous ne recevrons plus l'aide que nous recevions dans le passé, une enquête devait être lancée pour savoir si vous êtes condamnable pour haute trahison contre le pays. Parce que c'est à cause de vous que le pays souffre maintenant. Pensez-vous que ce soit correct ou pas? Et maintenant, nous partons au Zimbabwe. Au Zimbabwe, c'est très intéressant, on vient de signer un contrat avec la Russie. Quel genre de contrat? C'est un contrat intéressant parce que c'est un contrat qui poussera la Russie à aider le Zimbabwe à se sortir de plusieurs sanctions dont il est sujet. Le Zimbabwe a beaucoup de sanctions sur ses épaules qui pèsent très lourd. La raison pour laquelle la grande population de la jeunesse a décidé de quitter le pays. Qu'est-ce qui s'est passé au Zimbabwe? Au Zimbabwe, pour ceux qui ne savent pas, le pays a été colonisé par les Anglais. À l'arrivée des Anglais, ils ont maltraité les Noirs comme pas possible. Ils ont aussi pris des terres. Les Anglais, pour la grande majorité, étaient des fermiers. Ils avaient des fermes où les Noirs travaillaient et tout le bazar. Les Noirs étaient simplement consommateurs. Donc les Blancs produisaient, les Noirs consommaient. À l'arrivée de Robert Mugabe, ce monsieur ici, un homme très intelligent, qui a d'ailleurs eu 5 master degrees et plusieurs autres histoires, et a rendu sa nation très intelligente. En effet, les Zimbabwéens sont les Africains les plus lettrés. Ils ont le plus de qualifications en Afrique. Ce sont les Zimbabwéens. Alors, généralement, vous rencontrez des Zimbabwéens qui ont des masters. Incroyable, incroyable.
Alors, tel père, tel fils. Rentrons dans notre histoire. Robert Mugabe dit aux Blancs, premièrement, il vous faut mettre votre argent dans les banques zimbabwéennes. Parce que les Blancs avaient pour habitude, après avoir récolté leur argent, ils envoyaient l'argent en Grande-Bretagne. Vous travaillez au Zimbabwe pour envoyer l'argent en Grande-Bretagne. Et il dit, mais c'est inacceptable. Vous dites que vous êtes Zimbabwéen, n'est-ce pas? Vous êtes né ici. Vos parents et arrière-grands-parents sont nés ici. Alors pourquoi envoyez-vous l'argent en Grande-Bretagne si vous êtes Zimbabwéen? Ne faudrait-il pas injecter l'argent dans l'économie du pays? Parce que ça n'a aucune cohérence que vous récoltiez de notre pays, que vous vendiez ici, en fin de compte, envoyer de l'argent en Grande-Bretagne. C'est absolument absurde. Alors, les Blancs, malheureusement, n'ont pas écouté. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? M. Mugabe a dit, dans ce cas, nous allons retirer des terres dont vous possédez pour les attribuer aux Noirs qui sont vraiment Zimbabwéens. Alors, la procédure n'était pas tout à fait acceptable. Il a été très brutal dans certaines instances. Beaucoup de personnes ont aussi perdu, pas seulement leurs biens, mais aussi leur santé. C'était compliqué. Certains Blancs ont décidé de traverser pour aller en Afrique du Sud. D'autres Blancs sont partis en Zambie. Les Zimbabwéens ont pris les terrains, ils ont commencé à travailler dans l'espoir de pouvoir se faire une économie. Mais malheureusement, ils n'étaient pas très bien préparés. Pour la plupart des cas, certains Zimbabwéens se servaient de la grande majorité d'argent dont ils avaient et de ressources pour leurs intérêts personnels au lieu d'investir encore une fois dans ces fermes pour qu'elles produisent. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas tout à fait lettrés dans ce sens économique. Et quelques temps plus tard, les Amériques, l'Europe et le reste, la Grande-Bretagne, ont frappé le Zimbabwe de plusieurs sanctions, disant vous n'allez plus opérer comme vous opériez dans le passé. Et ceci, évidemment, a exclu le Zimbabwe du terrain commercial. Ils étaient incapables d'importer, incapables d'exporter. C'était les sanctions. Ils ont justifié les sanctions disant qu'ils sanctionnaient Robert Mugabe, qui était un dictateur méchant. Mais en réalité, les gens se posaient des questions de savoir. Vous sanctionnez prétendument Mugabe, mais en réalité, Mugabe, c'est un milliardaire en dollars. Ce ne sont pas les biens de Mugabe que vous sanctionnez. Vous êtes en train de sanctionner le monsieur, le jardinier, l'officier qui travaille, qui essaie de se faire une vie. Vous êtes en train de sanctionner la nurse, l'infirmière, le professeur, l'entraîneur, qui n'a absolument rien. Et c'est vrai, la population du Zimbabwe a beaucoup subi pendant ces temps. Ils étaient obligés, pour certains, de partir ailleurs, à l'occurrence en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ça a créé un problème parce que les genres de travaux que prennent les Zimbabwéens sont les mêmes genres de travaux que les Sud-Africains qui n'ont pas fait les grandes études veulent prendre. Et ils sont la majorité. Alors évidemment, c'est ce qui a créé ce que vous appelez xénophobie. Pourquoi? Parce que les Zimbabwéens viennent en Afrique du Sud pour faire de travaux que les Sud-Africains auraient souhaité faire eux-mêmes. Mais les Zimbabwéens viennent et sont prêts à prendre un prix absolument absurde, c'est-à-dire moins cher, inacceptable. Pendant que le Sud-Africain noir se bat pour se faire un salaire respectable, le Zimbabwéen vient prendre le même travail, mais à un salaire 3 fois moins. Alors, c'est ça qui a énervé beaucoup de Sud-Africains. C'est vrai que ça ne justifie pas la prise de vie et tout le bazar, mais c'était un peu ça. Alors, puisque le Zimbabwe a traversé un moment absolument difficile, en fin de compte, et que l'Occident a dit que les raisons justifiant ces sanctions, c'était Robert Mugabe qui est dictateur. Après la mort de Mugabe, il fallait que naturellement ces sanctions partent. Mais ce n'était pas le cas. Les sanctions sont restées. Le Zimbabwe est resté sanctionné après Mugabe. Ça sera plusieurs temps plus tard, après qu'on ait mis beaucoup de pression, que ces gens décideront d'enlever les sanctions, mais pas totalement enlever les sanctions, seulement bouger les sanctions d'un secteur à un autre. Alors, la Russie a aussi été sanctionnée à plusieurs reprises. Ils comprennent tout à fait ce que ça se passe, comment gérer les sanctions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'entraider. La Russie aujourd'hui est sous 24 000 sanctions internationales. C'était des sanctions dont l'objectif d'ébranler l'économie russe. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ils essayent maintenant de pouvoir aider le Zimbabwe à pouvoir se lever et trouver des moyens alternatifs à l'Occident pour pouvoir se faire une vie et créer une société respectable. Pourquoi le Zimbabwe a été sanctionné la deuxième fois? La deuxième fois, c'était simplement parce que les Européens et Occidentaux sont venus pour chercher le lithium dans leur pays à un prix réduit. Les Zimbabwéens ont refusé. Ils ont dit, si vous voulez le lithium de chez nous, alors venez ici sur place créer des plantes de développement et de processing de lithium. Vous n'allez pas emmener notre lithium chez nous. Nous n'allons pas accepter ça. Ils n'ont pas aimé ça. Ils voulaient évidemment qu'on leur donne des matières brutes pour aller travailler d'habitude comme ils le font. Mais en gardant les matières brutes et en créant des usines sur place, on créerait des opportunités pour les locaux, du travail, de l'intelligentsia et beaucoup de choses. Donc c'est ça les amis. Les Sud-Africains sont sous investigation, les Blancs en tout cas pour haute trahison. Ça risque gros pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir été aux États-Unis accusant le gouvernement de retirer de force des terres qui leur appartient. Au Zimbabwe, ils vont travailler avec la Russie pour essayer de lutter contre les sanctions qui leur pèsent sur les épaules depuis très longtemps. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre avis, votre contribution est très nécessaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.